Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Jean-Michel Clément, député La République En Marche de la 3e circonscription de la Vienne. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces anciens députés socialistes qui ont une vision assez critique sur l'action d'Emmanuel Macron et la politique du gouvernement d'Édouard Philippe. Nous parlerons donc du projet de loi Asile et Immigration et de la réforme de la SNCF menée à coup d'ordonnance et du rapport Spinetta évidemment. Nous parlerons également de votre volonté de créer un groupe autonome à l'Assemblée nationale, l'aile gauche des marcheurs en quelque sorte. Mais je vous propose de commencer, Jean-Michel Clément, cette émission sur le thème de la ruralité. Au moment même où se ferment les portes du Salon de l'Agriculture, on a le sentiment que l'opposition à Emmanuel Macron pourrait venir d'ici, que ce soit avec des agriculteurs qui ont sifflé et hué le président de la République porte de Versailles, ou avec la gronde des élus locaux qui demandent davantage de considération et puis une meilleure prise en charge, par exemple, des structures essentielles comme celle des transports. On va en parler dans quelques instants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un abandon de la ruralité par l'État ? En tout cas, c'est ainsi que nombre de nos concitoyens le ressentent. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Je crois que c'est un long processus dans lequel nous sommes encore et qu'on n'arrête pas de cette manière. Et il est vrai que l'accumulation de sujets peuvent laisser penser qu'à un moment donné, les territoires sont abandonnés, mais aussi les hommes qui demeurent sur ces territoires. Et je crois que c'est là, aujourd'hui, qu'il y a une vraie interrogation à avoir. Il y a une interrogation, il y a une fracture déjà. La fracture territoriale, elle existe. Elle existe déjà. On l'avait vu au travers de l'expression de certains votes politiques à l'occasion de consultations précédentes, mais on la vit aussi au quotidien lorsqu'il s'agit de dire regardez le numérique, la téléphonie mobile, l'accessibilité de certains territoires par les voies routières ou encore d'autres malvivres. La suppression des européennes avec le déclassement de communes défavorisées dans certains départements, guerre des prix des supermarchés, inquiétude sur la future politique agricole commune, fermeture de classes, limitation de vitesse aussi à 80 km/h. Ça, je sais que c'est très prégnant dans le monde rural parce qu'il y a des distances. Bon, bref, on a quand même le sentiment qu'il y a que le fardeau s'alourdit pour les personnes qui vivent dans le monde rural. Ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires. Oui, moi je partage cette vision des choses. Je crois que la question d'aménagement du territoire aujourd'hui n'est plus, je dirais, un sujet vu de manière globale. C'est-à-dire que chaque administration pilote ses politiques et que lorsqu'on a juste les unes après les autres, on ne mesure pas concrètement les conséquences que cela peut avoir lorsque le texte est appliqué en milieu rural. Je prendrai qu'un exemple. Un bon dispositif comme la garantie jeune, lorsqu'on regarde comment on peut l'appliquer, comment les jeunes peuvent en profiter lorsqu'ils sont à proximité d'une ville, c'est-à-dire de moyens de locomotion, mais si vous prenez les mêmes lorsqu'ils sont à Lussac-les-Châteaux pour s'y rendre lorsqu'ils viennent de La Trémouille, d'Avay-Limousine ou d'ailleurs, une mesure qui est jugée comme étant bonne pour les jeunes et par les jeunes eux-mêmes devient quasiment impossible à appliquer pour des jeunes qui vivent dans les territoires ruraux. Il n'y a pas possibilité de moduler les politiques ? Écoutez, je pense qu'il faudrait peut-être un ministère de la modulation, je ne sais pas dire, mais en tout cas que je pense qu'il nous faudra à l'avenir systématiquement penser la ruralité. J'avais suggéré, moi, dans mon projet pour ce mandat, de dire quelque part qu'il nous faudrait, à l'instar de ce qui se passe dans les textes de loi qu'on examine, par exemple, à l'Assemblée, il y a toujours un dispositif particulier applicable au territoire d'outre-mer. Je suis à me demander s'il ne faudrait pas qu'il y ait, dans chaque texte que l'on vote, un dispositif qui soit, où on s'arrête un instant sur, et cette mesure, au niveau du monde rural, qu'est-ce qu'elle pourrait donner ? Je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Le déclassement des zones agricoles défavorisées est une demande de la Cour des comptes européenne. 150 éleveurs seraient privés des aides dans la Vienne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait encore plus de fronde anti-Europe avec ce genre d'éléments ? Bien sûr qu'à partir du moment où on vient bouleverser une situation entre guillemets acquise, face à des difficultés qu'on la connaît déjà, on a l'impression qu'on vient en ajouter et que gelé fautif, c'est l'Europe. Pour ce qui concerne l'agriculture, il ne faudrait pas quand même se tromper de cible et de regarder très concrètement que l'Europe agricole apporte à la France 9 milliards 100 millions d'euros chaque année. J'espère qu'on pourra continuer à le faire. La question de la répartition se pose, mais elle ne se pose pas qu'aujourd'hui. Elle se pose depuis bien longtemps.
entre les agriculteurs eux-mêmes, entre les régions agricoles elles-mêmes. Nous payons aujourd'hui les conséquences de choix politiques qui n'ont pas été faits hier, au moment des réformes fondamentales de la politique agricole commune. La carte des zones défavorisées n'a pas été remaniée depuis 40 ans. Il fallait absolument le faire, selon vous? Bien sûr. Enfin, je pense que qui peut croire qu'en 40 ans, les choses n'ont pas changé? Et d'abord, les politiques ont changé, les pratiques agricoles ont elles-mêmes changé. Il y a 40 ans, ceux qui étaient dans des zones défavorisées, quelles étaient les productions qu'ils conduisaient? Quelles sont-elles aujourd'hui? Ça veut dire que ceux qui sont en colère aujourd'hui, on les a vus par exemple dans les Deux-Sèvres la semaine dernière, ils ont tort d'être en colère, ils ont tort de manifester contre la préfecture, de déposer du lisier? Non, je ne dis pas qu'ils ont tort, je dis qu'ils ont raison de défendre une situation donnée. Simplement, ce que moi je regarde, je voudrais bien vérifier que les systèmes économiques d'il y a 40 ans et ceux d'aujourd'hui, quels sont-ils? Est-ce que ce sont les critères des aides qui ont fait les difficultés, ou est-ce que ce sont l'évolution des marchés? Est-ce que c'est d'autres éléments qui font qu'il y a des problématiques économiques pour ces entreprises-là? Alors, autre inquiétude venant du monde rural, la suppression des petites lignes de chemin de fer, une suppression préconisée par le rapport Spinetta sur le transport ferroviaire. Mais le Premier ministre s'est voulu rassurant lors de la présentation de la réforme de la SNCF en refusant l'abandon de ces petites lignes rurales. On l'écoute et juste après, vous voyez la réaction de Dominique Bussereau, président de la Charente-Maritime et de l'Association des départements de France. Ce n'est pas une réforme des petites lignes. Je ne suivrai pas le rapport Spinetta sur ce point. Je ne crois pas qu'on puisse décider de la fermeture de 9000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables. Dans bien des territoires, le rail est au cœur de la stratégie des régions pour le développement des mobilités. Il y avait quelque chose qui nous heurtait sur les territoires, qui était l'idée de supprimer des petites lignes. J'avais vu le Premier ministre la semaine dernière, j'avais compris qu'il ne le ferait pas, mais je préfère l'avoir entendu ce matin de mes propres oreilles. En effet, ces lignes d'aménagement du territoire, il y en a énormément en Poitou-Charentes, seront maintenues. Ce qui n'empêchera pas qu'il faudra peut-être regarder la situation de chaque ligne, parce qu'il y a toujours des choix à faire et des modernisations à faire. Mais le fait de ne pas déshabiller les territoires du ferroviaire est une décision politique importante que j'approuve. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Jean-Michel Clément, député La République En Marche de la Vienne. L'invité surprise de cette émission est Abdelhak Bigot, secrétaire, cheminot d'abord, puis secrétaire CGT Rail de la Vienne. Bonjour. Bonjour. J'imagine que tous les deux vous approuvez tout ce qu'on vient d'entendre, la non-suppression des petites lignes de chemin de fer, très rapidement. Alors, très rapidement, moi, je l'approuverai, cette décision, à partir du moment où je n'étais un petit peu pas en train de me projeter un peu plus dans l'avenir et remettre ça, si vous voulez, sur les autorités organisatrices qui, à un moment donné, ne pourront très certainement pas garder ces petites lignes en l'état actuel des choses. En l'occurrence, les régions. Exactement. Jean-Michel Clément. Moi, je partage... Vous êtes confiant sur cette non-suppression des petites lignes ou... Je suis méfiant. Je suis méfiant comme monsieur. Je partage effectivement quelques craintes. Moi, je pense que sur ce plan-là, si l'État n'est pas en capacité d'être, je dirais, le régulateur ou celui qui permettra à un système de fonctionner, y compris dans des territoires qui ont besoin d'un acheminement par ces voies-là, ça veut dire que l'État ne joue pas son rôle de je dirais, régalien, de faire en sorte que tous les citoyens soient égaux devant les charges publiques. En revanche, d'autres éléments du rapport Spinetta ont, eux, été gardés par le Premier ministre dans sa volonté de réformer la SNCF. En premier lieu, le statut des cheminots, privilège incompréhensible pour les uns, acquis sociaux importants, résultat de batailles collectives pour les autres. Abdelhak Bigot, vous avez face à vous un député de la majorité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean-Michel Clément ? Moi, j'ai envie de dire à M. Clément qu'effectivement, on est tous un petit peu les privilégiés les uns des autres et qu'à un moment donné, ce n'est pas en opposant les uns avec les autres qu'à un moment donné, on arrivera à faire avancer la France. Monsieur Macron a décidé que les étudiants étaient des privilégiés. Il a donc abaissé les APL pour ces gens-là. Monsieur Macron a décidé que les retraités étaient des privilégiés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté la CSG pour ces gens-là. Monsieur Macron a décidé que la SNCF était en déficit. Qu'est-ce qu'il a décidé? D'enlever le statut pour les cheminots. Eh bien, ça n'est pas comme ça que la SNCF se relèvera et ça n'est pas comme ça que la France se relèvera, monsieur Clément. Moi, je pense que sur la méthode, je suis de ceux qui n'ont jamais partagé et ne partageront jamais l'idée selon laquelle on oppose une catégorie sociale à une autre.
Et je crois que dans la manière d'aborder le dossier SNCF, de pointer la responsabilité, qui n'en est pas une, seulement que je sache, au personnel de la SNCF, aux cheminots, pour moi, personnellement, je considère que c'est une erreur. Je crois que la question des retraites, la question d'une certaine forme d'égalité entre tous nos concitoyens, si elle est posée, comme le président de la République a voulu le poser, je crois que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut la poser. La SNCF a d'autres contraintes historiques. Elle a fait des choix politiques qui lui ont été parfois imposés. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut regarder. Donc je pense que la réponse n'est pas que dans le statut, comme elle n'est pas que dans les petites lignes. Mais la question est quand même, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à la fin du statut des cheminots, comme c'est proposé par la réforme d'Édouard Philippe? Écoutez, je ne vais pas sombrer au travers de cette question, comme à la question qui est posée à tous nos compatriotes. Quand je regarde des sondages aujourd'hui, on vous dit, est-ce que vous voudriez supprimer le statut des cheminots? 70% disent oui. Moi, je m'interroge, si on disait aux mêmes Français, est-ce que vous êtes pour qu'on modifie le statut qui est le vôtre? Est-ce que vous seriez d'accord? Ils diraient non. Donc je leur demandais s'ils savent ce que c'est que le statut des cheminots. On va commencer par là. Déjà, ouais. Abdelhak Bigot, est-ce que vous dites quoi par rapport à cela, cette volonté? C'est vraiment une révolution libérale qui veut écraser quoi Mais écoutez, si vous voulez... on a compris que c'était vous, c'est une politique que vous estimez contre les mêmes, en l'occurrence les petites gens, ceux qui n'ont pas trop de moyens. Et les petites gens, les gens que M. Macron décide de prénommer des privilégiés à un moment donné, et ça n'en est pas, parce que si les cheminots ont un statut au même titre que les personnels qui travaillent dans les CHU, qui travaillent dans la fonction territoriale, qui travaillent un peu partout, ces statuts découlent de compensations que l'on a en vertu de notre service public que l'on engage, travailler en 3 bits, être en découché pendant 22 jours dans le mois. Qu'est-ce que je voulais dire? Travailler pendant 9h30 d'affilée dans une journée sans avoir de coupure ni de pause. Ça n'existe pas, ça, dans le droit privé. Donc, c'est des simples compensations qui sont là juste pour étayer notre service public et pour avoir un service public de qualité qui soit fait en sécurité pour les usagers. Nous sommes obligés d'avoir un statut. Ce statut-là, il n'est pas là que pour servir les cheminots, il est là aussi pour servir les usagers. Jean-Michel Clément. Monsieur défend parfaitement, je dirais, le statut des cheminots. Est-ce que vous le défendrez, vous? Oui, mais moi, je vous ai dit ce que je défendrais. Je défendrais simplement le fait de dire, voyons, on a aujourd'hui un certain nombre de statuts différents. Moi, je connais mal le statut des cheminots, et en tout cas, je vous ai dit que je ne commencerai pas par là pour pointer le problème du déficit de la SNCF. Je crois que ça, c'est une mauvaise approche. Après, que dans le statut aujourd'hui, ce qui a conduit au statut d'aujourd'hui, des contraintes d'hier, peut-être encore des contraintes d'aujourd'hui, des contraintes nouvelles, si ça doit être rediscuté, je suis sûr que le personnel est à même de pouvoir le faire aussi. Est-ce que ça va être rediscuté? Parce que la réforme de la SNCF se fera par le biais des ordonnances. Édouard Philippe a déclaré, je cite, « Le recours aux ordonnances permettra une large concertation ». Or, on voit bien qu'il va y avoir une faible, très très faible marge de manœuvre pour la négociation. On est d'accord? Ah, mais c'est très exactement ça. C'est ce qui est ressorti en tout cas de la réunion avec Elisabeth Borne. C'est très exactement ça. Encore une fois, on voit la politique du président Macron qui décide de à nouveau sortir son tank à chenilles et de partir tous azimuts et d'écraser tout ce qui se passe autour sous prétexte d'aller assez vite pour résorber un déficit de la SNCF que l'on estime aujourd'hui à 55 milliards d'euros et qui est une dette d'État. C'est une dette d'État. Jean-Michel Clément. Alors moi, sur la question des ordonnances, vous connaissez mon point de vue. Un parlementaire n'apprécie pas qu'on le prive de son pouvoir de parlementaire, de débattre de la loi. Et quand on autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance, c'est un peu un blanc-seing qu'on lui donne. Donc c'est un blanc-seing qui doit se discuter en amont avec les partenaires sociaux, au cas particulier. Donc moi, je voudrais avoir la certitude que les choses soient bien mises sur la table en totalité, parce que, quelque part, si le débat parlementaire doit se résumer à des pétitions de principe, je pense que tout le monde sera frustré. En tout cas, personnellement, je le serai. Mais ce qui ne se fera pas, et vous le savez très bien, Monsieur Clément, vous l'avez vu pour les ordonnances sur la loi travail, vous l'avez très bien vu, le débat a été tronqué et on a enlevé la démocratie parlementaire. Vous avez été bâillonné. Oui, Monsieur Clément, vous avez été bâillonné. Moi,
je l'ai dit et je le répète, c'est un... Vous n'êtes pas très confortable là-dessus? Non, mais attendez, un parlementaire à qui on dit donnez-moi le pouvoir de légiférer autrement, sans vous. Surtout quand c'est votre majorité qui le demande. Non, mais on n'a jamais apprécié. Dans la majorité précédente, lorsqu'on l'a demandé, j'étais critique. Je ne vois pas pourquoi je changerais aujourd'hui, lorsque ça touche des pans entiers, je dirais, de notre activité. Pourquoi dans celle-là ne pas légiférer par ordonnance sur des sujets comme, je sais pas, la retraite, l'évasion fiscale ou la lutte contre la pauvreté, par exemple? C'est ça, c'est ce qu'on dit tout aussi. est possible. Tout est possible, à condition, effectivement... Aller vite, c'est un gage d'aller bien? Pas forcément. Pas forcément. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut intervenir, à n'en pas douter. Mais la question de la vitesse et la précipitation, ça n'a jamais fait bon ménage. Merci beaucoup Abdelhak Bigot d'avoir accepté d'être l'invité surprise de cette émission. Nul doute qu'on va vous revoir dans les prochaines semaines. Il risque d'y avoir de l'actualité du côté de la SNCF. Jean-Michel Clément, on va passer à un dossier qui vous est cher, le projet de loi Asile et Immigration présenté par le ministre de l'Intérieur le 21 février dernier en Conseil des ministres. Emmanuel Macron avait déjà dévoilé un peu quelques aspects devant les responsables des forces de l'ordre lors de ses vœux. Plusieurs aspects de cette loi vous ont mis en colère. On rappelle d'abord quand même quelques points importants de ce projet de loi. D'abord, réduire le délai de demande d'asile en le faisant passer de 120 jours à 90 jours, soit finalement une vraie course contre la montre pour le demandeur d'asile. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un sujet que je connais bien et qui m'amène encore à des réserves, voire des critiques, parce qu'on mélange plusieurs choses. Qu'on accélère le processus pour que le droit d'asile soit plus rapidement accordé, je crois que tout le monde peut que se réjouir de cette situation. Donc, quelque part, oui, moi, quand j'ai rencontré le directeur de l'OFPRA, lorsque j'ai fait ma mission d'information sur la loi de 2016, ces éléments-là, ils ont été mis en évidence. D'accord, c'est le premier volet. Asile, accueillons plus vite ceux qui sont dans la détresse. On ne peut être que d'accord avec ce volet-là, mais il y a tout le reste. Il y a la loi qui prévoit le doublement de la durée de la rétention administrative, passant de 45 à 90 jours, voire 135. Oui. Sauf que la grande majorité des expulsés le sont généralement en 20 jours et que 57 personnes des personnes en rétention administrative repartent finalement dans la nature. Ça vous inspire quoi, ça aussi? Ça m'inspire que le système ne fonctionne pas. Et ça fait des années que ça ne marche pas. Et donc c'est pas... Comme ça que ça risque de fonctionner davantage. Non, ce texte-là ne va rien régler par rapport à ce... Écoutez, on légifère tous les 16 mois depuis 20 ans. Et on en est toujours au même point, sinon pire. Ce texte-là ne va rien régler du tout par rapport à cela. Il faut savoir pourquoi on en est là aussi, très concrètement. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des gens qui migrent vers chez nous, vers l'Europe notamment, parce qu'ils sont soit menacés par la guerre, soit menacés tout simplement parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc il y a des migrants pour des raisons de sécurité, puis il y a des migrants économiques. Donc on voudrait nous dire, on accueille ceux qui sont menacés dans la case asile, et les autres, dont les migrants économiques, eh bien, il faut trouver un autre traitement, les renvoyer vers, le plus vite possible. Or, ce n'est pas possible pour des tonnes de raisons. Et quand on rentre dans le détail, et on le sait bien, qu'on a sur notre territoire de nombreux migrants qui sont là et qui ne repartiront jamais. Donc on ne veut pas avoir la vérité en face. Un demandeur d'asile débouté par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne disposera que de 2 semaines au lieu d'1 mois aujourd'hui pour déposer son recours, sachant qu'il faut aujourd'hui environ 30 jours pour accéder à un rendez-vous en préfecture. Est-ce que ce n'est pas une sorte de chasse aux sorcières, finalement, des demandeurs d'asile qui, on l'imagine bien, ne le font pas par gaieté de cœur? Bien, évidemment, c'est privé de toute défense la personne en question. Comment voulez-vous qu'en 15 jours, quelqu'un qui ne parle pas forcément le français, pas très bien, pas du tout parfois, puisse monter son dossier en défense pour faire valoir ses droits alors même qu'il est peut-être venu pour se sentant complètement menacé, mais que ça n'a pas été interprété de cette façon. Donc, on va priver la défense d'exercer ses droits. Je pense que si on devait voter un texte en l'état, on serait sanctionné par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, inévitablement, parce qu'on n'aurait pas donné les moyens de défense à une personne qui est face à une décision juridictionnelle. Donc je pense que c'est une mauvaise chose. Je suis absolument opposé à cela. Vous avez dit à l'Assemblée nationale, il n'est pas interdit de mettre un peu d'humanité dans un texte de loi. Ça signifie qu'il n'y en a pas du tout dans celui-ci? Il en manque profondément. Oui, il manque beaucoup d'humanité parce que, je dirais, vouloir associer fermeté et humanité, pour moi, c'est quand même un non-sens particulier. Et quand il s'agira d'expulser des gens,
ou de les renvoyer, il faut aussi de l'humanité dans la démarche. Mais le 23 juin 2017, Emmanuel Macron déclarait « Nous devons accueillir, je le cite, des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur ». Et pourtant, là, on voit bien, on vous entend depuis tout à l'heure, je vous écoute, on voit que la traque, la chasse, je ne sais pas, aux sans-papiers sera simplifiée dans cette loi Collomb, puisque la retenue administrative pour vérification du droit de séjour sera augmentée de 16 à 24 heures et les pouvoir d'investigation des policiers sera augmenté, dit ce projet de loi. Comment vous expliquez, vous, ces contradictions entre les propos d'Emmanuel Macron il y a un an et aujourd'hui ce texte de loi présenté par Gérard Collomb? Écoutez, moi je m'interroge de savoir pourquoi, entre une promesse qui était effectivement empreinte d'humanité et de réalisme, et de pragmatisme, pourquoi aujourd'hui on s'en détourne, alors même qu'on sait bien qu'on a sur notre territoire des gens qui sont ni expulsables ni régularisables. Ce sont des gens sans droit identifié. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens sans droit identifié? Est-ce que, moi je m'interroge vraiment, derrière cette attitude-là, sur ce que la France est devenue. Est-ce que c'est encore un pays de tradition d'accueil? Je m'interroge. Est-ce que la société française est bien aujourd'hui en phase avec les valeurs qui nous ont conduit à adopter la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme? Je m'interroge. Alors on résume, réduction des droits des demandeurs d'asile, limitation de leur délai de recours et augmentation de la durée de leur rétention. Vous ne voterez pas, donc j'imagine, en faveur de cette loi, on est d'accord? En l'état, je ne voterai pas ce texte, bien sûr. Vous avez écrit sur votre blog, parler en même temps d'humanité, de fermeté, vous l'avez dit à l'instant, participe à une sémantique à laquelle je ne souscris pas. Pourtant, le « en même temps », Jean-Michel Clément, c'est la pierre angulaire de la politique et de la sémantique macronienne. Écoutez, au cas particulier, on est en train de démontrer qu'une association de mots n'est pas toujours compatible. Alors d'autres que vous, au sein de La République En Marche, sont en désaccord aussi avec le durcissement de la politique migratoire du gouvernement. C'est le cas de Sonia Crimi, députée de la Manche. Y a-t-il des frondeurs en marche? On en parle juste après ce reportage. Cherbourg, un port ouvert sur le monde et une députée à la voix dissonante au sein de la majorité. Madame Léla, Sonia, my name is Ce soir-là, Sonia Crimi, la députée En Marche, accueille dans sa permanence ce couple de migrants albanais et n'en déplaise à son camp, elle n'est pas d'accord avec le durcissement de la politique migratoire et le fait savoir. Ce n'est pas un crime aujourd'hui de vivre dans un pays sans papier, si je peux dire. Ce n'est pas un crime encore. Et Sonia Crimi sait de quoi elle parle. D'origine tunisienne, naturalisée française il y a 5 ans, cette ancienne consultante en entreprise... Oui, je marche toujours, voilà. Marche, oui, mais à contre-courant. Je ne pense pas que je suis une frondeuse. C'est normal d'avoir des sensibilités qui s'expriment au sein d'En Marche. Et c'est même sain, politiquement, d'avoir cela. Toujours libre. Opposée au recensement des migrants dans les centres d'accueil ou encore à l'allongement de la durée de rétention, ils sont déjà une quarantaine de députés En Marche à vouloir faire émerger une vision plus humaniste. Dans les couloirs de l'Assemblée, Sonia Crimi croise Jean-Michel Clément, un ancien socialiste, un peu déboussolé. Être de gauche, c'est tabou? Ah non, surtout pas. Il a néanmoins le sentiment d'être noyé dans un groupe trop marqué à droite. Après, il faut faire un travail parlementaire. Ça. Moi, je crois que ma parole doit être utile. Si elle doit être considérée comme une parole d'opposition, je ne comprendrai pas. Oui, moi je pense que notre parole doit aussi porter que celle, je dirais, des nouveaux arrivants, qui sont très nombreux. En attendant le passage du projet de loi immigration-asile à l'Assemblée nationale, Gérard Collomb multiplie les rencontres avec les parlementaires pour tenter de déminer le terrain. Jean-Michel Clément, vous souhaitez la constitution d'un groupe autonome à l'Assemblée nationale qui représenterait en quelque sorte l'aile gauche d'En Marche. L'avocat que vous êtes a-t-il plaidé sa cause auprès d'Emmanuel Macron? Non, je n'ai pas dit que je souhaitais la constitution d'un groupe. J'ai dit qu'il était nécessaire de pouvoir trouver le temps pour échanger en fonction de gens qui ont des sensibilités approchantes, justement pour exprimer cette version humaniste et sociale du mouvement. Moi, je m'inscris parfaitement dans cette démarche. J'ai été très malheureux de voir... Donc pas de demande de groupe, hein? Non, pas du tout. Pas de demande de groupe.
on n'en est pas là. Je veux dire, la question ne se pose pas comme ça. Et je sais qu'il y a d'autres mouvements, d'autres groupes, entre guillemets, qui fonctionnent à l'Assemblée, parce que quand on a un groupe de 300 et quelques personnes, forcément, qu'il y a des affinités, qu'il y a des mouvements qui se mettent en route, quoi. Donc, moi, je ne suis pas dans cette vision-là des choses. Je veux faire entendre ma voix, et la voix qui est celle que je suis en train de vous porter. Vous savez ce que beaucoup disent. Est-ce que, par hasard, Jean-Michel Clément, ce n'est pas un cocu du macronisme? Qu'est-ce que vous leur répondez? On m'avait encore jamais fait ça. Non, pas du tout. Moi, un déçu. Mais pas du tout. Pour l'instant, je dirais qu'il est peut-être un peu tôt pour réagir. Je sais que la presse est... Ça fait un petit bout de temps que vous réagissez généralement assez négativement par rapport à la politique du gouvernement. Quand même. Je ne dis pas que je réagis négativement, je dis que je réagis dans le sens d'apporter ma pierre à l'édifice d'une construction qui est en Et vous la pensez possible structurellement, cette existence au sein du groupe En Marche? Je vous dirai dans quelques temps si je me suis trompé. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Il y a un an, vous nous aviez confié ceci: le PS ou En Marche, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un écart. Est-ce que vous en êtes toujours aussi certain aujourd'hui? Écoutez, quand je vois ce qui est devenu le Parti socialiste aujourd'hui, j'ai mal, quelque part, parce que c'est un mouvement auquel j'ai adhéré. Je n'ai toujours connu que ce parti. Et quand je le vois aujourd'hui se fracturer encore, je dirais, sur les ruines de sa disparition annoncée, je suis attristé. Je suis attristé pour les militants qui m'ont accompagné. Et je suis aussi, quelque part, touché personnellement par ce qui se passe aujourd'hui. Ma question sous-entendait qu'en fait, on dirait plutôt aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre En Marche et les Républicains. C'est ce que disent beaucoup de gens. Est-ce que vous en êtes d'accord? Écoutez, là, je pense qu'aujourd'hui, il y a une orientation qui est prise qui pourrait être, à mon avis, un peu plus infléchie sur un certain nombre de textes qui ont été votés. Je pense que les marqueurs sont plutôt à droite qu'à gauche. C'est évident, mais je vous dis, c'est pas au bout de 8 mois seulement qu'on peut faire le bilan. Donc vous attendez combien de temps pour pouvoir faire votre bilan, vous, personnellement? Écoutez, il n'y a pas de temps marqué, mais il y a, je pense, encore quelques étapes importantes à venir, et nous verrons bien, au travers ces futurs textes, l'orientation que tout cela prend. C'est la fin de cette émission. Merci Jean-Michel Clément d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez d'ores et déjà voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique en vous rendant sur notre site internet. La semaine prochaine, je recevrai quelqu'un que vous connaissez très bien, puisque vous étiez tous les deux députés socialistes de la Vienne avant les dernières législatives. Il est désormais président du Grand Poitiers. Je veux bien sûr parler d'Alain Claes. Pour leur place au journal de la mi-journée présenté par Clément Massé. Excellente semaine à toutes et à tous. À dimanche prochain.